Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve pour parler sport mécanique, pour débriefer le dernier Grand Prix moto qui vient de se dérouler, le Grand Prix d'Aragon en Espagne. Alors, vous savez, l'Espagne qui a 4 Grands Prix dans la saison, donc on ne les appelle pas Grand Prix d'Espagne, mais à chaque fois c'est le nom de la région, à part je crois le Grand Prix de Jerez qui est appelé le Grand Prix d'Espagne. Tous les autres, après, c'est le nom d'une région de l'Espagne. Donc là, c'est le Grand Prix d'Aragon. Sur le circuit de Motorolande, circuit très intéressant avec une énorme ligne droite. Circuit qui est assez technique, je trouve, avec un... Alors, c'est pas une sorte de corkscrew comme à Laguna Seca, mais inversé. Parce qu'à Laguna Seca, c'est un gauche-droite, alors que là, c'est un droite-gauche. Et que la descente est quand même beaucoup moins prononcée qu'à Laguna Seca, puisque le corkscrew de Laguna Seca, je vous rappelle, c'est quand même 6 étages entre les deux virages, c'est-à-dire entre le gauche et le droite, où il doit y avoir 50 mètres entre les deux virages, c'est 6 étages. Donc c'est quand même impressionnant comme descente. Mais voilà, un circuit qui était intéressant, une course où il y a eu comme des enseignements, un week-end où on a quelques enseignements, on a aussi des confirmations sur ce qu'on avait vu les quelques semaines auparavant. Mais c'est le temps maintenant de passer au débrief. Alors il y aura bien entendu les tops et flops, mais on commence tout de suite, comme vous en avez l'habitude, avec le bilan des Français. Alors bilan des Français, c'est surtout le bilan de Fabio Quartararo, parce qu'il n'y a plus qu'un seul Français en moto Grand Prix avec le limogeage. Alors j'ai pas vraiment envie d'utiliser l'expression limogeage parce qu'il est encore payé par KTM jusqu'à la fin de saison. Johan Zarco qui ne roulera plus en fait avec la KTM. Alors pour moi la raison, il y a une raison logique à tout cela. On n'a pas envie qu'en fait Johan Zarco, s'il devait devenir pilote d'essai chez Yamaha, chez Suzuki ou même s'il devait rouler sur Honda l'année prochaine, donne des informations peut-être capitales sur la KTM de l'année prochaine. Or, on sait très bien que quand on arrive à ce moment-là de la saison, eh bien, des fois, on met des évolutions importantes pour la moto de l'année prochaine, surtout quand on est dans une position comme KTM où on a assez le haut championnat, où on joue pas grand-chose pour la fin de saison. Donc on ne veut pas en fait que Johan Zarco donne des informations à la concurrence. C'est un petit peu la même raison qui fait que en Formule 1, Esteban Ocon commence à devenir un petit peu écarté du programme Mercedes parce qu'on ne veut pas qu'il donne des informations à Renault. Bien là, c'est un petit peu la même chose du côté de Johan Zarco. Après, la manière est quand même très brutale parce que je pense que lui non plus ne s'y attendait pas, qu'il n'y a pas eu de discussion en amont, que ça aurait pu être fait après Motorolande. On aurait pu lui dire à Motorolande et on aurait pu lui dire que Motorolande était ta dernière course. Non, c'est pas ce qu'on lui a dit à Misano. Et donc c'est quand il s'est retrouvé sur le motorhome du côté de Motorolande qu'on lui a dit grosso modo tu fais pas la course. Ouais, il l'a dit à Canal+, il allait faire de la piscine, il allait s'entraîner. Et bien, au final il a pas fait de piscine parce qu'on lui a dit qu'il allait pas piloter jusqu'à la fin de saison. Après, on connaît la maison KTM. KTM, ça ressemble beaucoup à Red Bull en Formule 1. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas vraiment de pincettes pour manager ses pilotes. Et je pense que c'était peut-être pas forcément le cocon qu'il fallait pour Johan Zarco, qui a besoin d'être très entouré, je pense. Un pilote qui a besoin de se sentir en confiance dans une équipe. Et quand on est chez KTM, eh bien c'est pas vraiment le cas parce que ça marche vraiment comme Red Bull en F1, c'est-à-dire que dès que les performances sont pas bonnes, tac, on vous dégage et on vous dit que vous êtes pas bon. Parce que dès la 4e course, on se souvient de cette déclaration de Pete Bearer avant le Grand Prix du Mans où il disait que grosso modo son pilote ne faisait pas assez d'efforts pour s'adapter à la moto. Donc voilà, fin du dossier Johan Zarco, ça c'est clôturé. On commence donc avec Fabio Quartararo, on continue ce bilan des Français. Fabio, c'était plutôt bien pendant tout le week-end, encore une fois, devant Franco Morbidelli, qui en plus a dû passer par la Q1 pour se qualifier et se faire rentrer dedans par Rins pendant la course. Bonne qualification première ligne. Qualification auquel même les gens de Petronas ne s'attendaient pas, même les gens du titre, Johan Stickfeld, ça ne devait pas être aussi performant. Il avait dit, ils étaient contents s'ils étaient en deuxième ligne. Il s'attendait quand même à avoir un déficit de performance avec la moto, je pense. Il a fait un tour exceptionnel, parce que dans les secteurs où la Yamaha était performante, il a été ultra performant. Ensuite, dans le dernier secteur, il ne pouvait rien faire face au moteur de la Honda. Moteur de la Honda, la différence a bien été expliquée, même je trouve, par Sylvain Gattoli. Et moi, je veux qu'il y ait Sylvain Gattoli à chaque Grand Prix. Je trouvais qu'il avait été
qui était vraiment très bon en tant que consultant par rapport à Randy Le Punier. Je trouvais que ça... Alors, c'était pas encore exceptionnel, parce que pour moi, il faudrait changer également le journaliste de Canal+, qui fait la Moto Grand Prix, mais j'ai trouvé que Guintoli apportait cette analyse technique qui manque, contrairement à la Formule 1. Du côté de la Formule 1, vous avez Franck Montagny qui donne beaucoup d'analyse technique, où vous avez Loïc Duval qui fait également très bien le taf. Et du côté de la moto, il manque ça, il manque cette analyse technique qu'on n'a pas. Et je trouve que Sylvain Guintoli le fait très très bien en tant que consultant pour la course. Sur la piste, voilà, j'ai plus de mal. Mais là, je trouve qu'il a été très bon. Fin de la parenthèse, Canal+. De toute façon, c'est pas le seul problème chez Canal+, c'est pas que Randy Le Punier. Hein. On a l'impression que j'ai un problème contre Randy Le Punier. Il y a aussi un problème avec l'émission La Grille qui est mal foutue. Peut-être que je ferai même une vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est mal fait tout ça. Et pourquoi il faudrait refaire un petit peu toute la Moto Grand Prix sur Canal+. C'est mal fichu, en fait, tout simplement. Et c'est bien dommage. Du côté de Fabio Quartararo, première ligne en course, beaucoup moins de rythme avec la moto. Je pense qu'il s'y attendait aussi. Voilà, il n'a pas pu se bagarrer avec les pilotes devant, avec Vignales, parce qu'il y a les 500 tours moteur au moins, avec Jack Miller, Andrea Dovizioso, parce que là c'est beaucoup plus que 500 tours moteur qu'il a en moins. Et puis il était quand même devant Karl Crutchlow, donc voilà, il pouvait pas faire mieux. Donc il s'est contenté de jouer un petit peu la prudence et puis de rester 5e. C'est pas forcément une course agréable, je pense, pour lui, mais il va devoir faire des courses comme ça. Quand on veut jouer un titre de champion du monde, et ben des fois on peut pas jouer les gagnes. Il faut quand même choper des points en restant prudent. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait lors de ce week-end de course et je pense qu'il a beaucoup appris sur la gestion de la course. Il l'a dit, il a même étudié un petit peu le pilotage de Maverick Viñales pour savoir comment il utilisait peut-être un peu mieux que lui la Yamaha, mais il a beaucoup appris, je pense, lors de cette course, même si voilà, il n'a pas attaqué à outrance, contrairement à d'habitude. Et bon, on passe au pilote au top. Tout de suite, pilote au top, on commence avec Marc Marquez. Je vais faire vite sur Marc Marquez, parce que Marc Marquez, c'est un habitué des top et flop au niveau moto, c'est un habitué des tops. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, il a dominé le week-end. En EL1, il colle 1 seconde 6 à tout le monde, minimum. Le troisième à 2 secondes, pardon. Bon, bah là, il est un ton au-dessus cette saison, mais comme j'ai jamais vu en moto, je crois. Un pilote qui domine autant. Là, très clairement, il va être champion en Thaïlande parce que il lui suffit que d'une 14e place pour être champion en Thaïlande. Je crois qu'on n'a jamais vu, dans les années modernes de la Moto Grand Prix, même quand Rossi dominait, j'ai jamais vu un pilote être champion aussitôt. Voilà, il a dominé la saison. Le package Marquez Honda cette année a marché du feu de Dieu. Peut-être parce que la moto lui convenait parfaitement, encore plus que les années précédentes. Elle lui convenait encore plus à son pilotage. Et c'est peut-être pour ça qu'elle convient aussi peu au pilotage des autres pilotes. Même parce qu'on s'aperçoit que Lorenzo en galère, Crutchlow en galère. Peut-être parce que la moto convient tellement au pilotage de Marc Marquez. Mais cette année, c'est vrai que les deux étaient en osmose. Et là, sur ce week-end de course, ça s'est vu. Une qualification, il colle 3 dixièmes à Fabio Quartararo. Alors 3 dixièmes dans le dernier secteur, parce que Fabio a fait un tour de qualif exceptionnel. En course, il était seul au monde. Personne ne pouvait aller le chercher. Pourtant, il part avec des softs. Alors tu te dis, il part avec des softs, c'est normal qu'il parte vite. Et tu te dis peut-être que Maverick Viñales, à partir de la mi-course, va réussir à faire des chronos un peu plus rapides. Et Viñales faisait pas de chronos plus rapides, pourtant il avait des pneus plus durs. Parce que Marc Marquez, aujourd'hui, il est seul au monde sur la planète moto. Et la course n'a pas été forcément la plus passionnante. En même temps, il était seul au monde, quoi, Marc Marquez. Et vraiment, là, je vois pas comment il va faire pour pas être champion du monde. Donc ça va être compliqué de battre Marc Marquez pour le titre de champion du monde. Par contre, le titre de dauphin de Marc Marquez, ça va être beaucoup plus serré. Et en parlant de dauphin de Marc Marquez, on parle de Andrea Dovizioso. Week-end en dents de scie pour Andrea Dovizioso. Ça se finit bien. Ça avait pas très bien débuté, très clairement. Alors, malgré tout, qualifié directement en Q2. Ça, c'est toujours bien, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, il était obligé de passer par la Q1, des fois éliminé de la Q1, Andrea Dovizioso. Malgré tout, une qualification assez lointaine, avec simplement le 10e chrono, à 1 seconde 5 quand même de Marc Marquez.
et même assez loin, si on regarde à 6 dixièmes de Valentino Rossi, qui est 6e, donc assez loin en performance pure hein, des pilotes qui étaient devant lui. En course, par contre, ils avaient, je pense, bien prévu leur coup. Daligna avait senti quelque chose parce qu'en course, oui, ils avaient travaillé leur rythme de course pendant tout le week-end parce qu'il était très rapide. Les Ducati étaient même plutôt rapides, enfin celle de Jack Miller et Andrea Dovizioso, parce qu'il y en avait deux autres qui étaient en bien plus grosse difficulté, mais on en parlera plus tard. Mais bon Grand Prix d'Andrea Dovizioso, et donc qui sauve son week-end, parce que partant 10e sur la grille de départ, finir 2, c'est quasiment une victoire pour Andrea Dovizioso, surtout sur un circuit qui a toujours réussi à Marc Marquez quand même dans sa carrière. C'est un petit peu comme le Sachsenring, de toute façon c'est des circuits où on tourne à gauche, hein, moteur Hollande des Sachsenring. Pour un pilote qui a fait du dirt track, c'est toujours un avantage. Et Marc Marquez, on sait qu'il adore ce type de circuit, il domine sur ces pistes-là. Et donc Andrea Dovizioso, il finit 2e, il finit meilleur des autres. Voilà, mais c'est quasiment une victoire. À 4 secondes 8, parce qu'il a repris pas mal de temps en fin de Grand Prix, Andrea Dovizioso, sur Marc Marquez. Les pneus marchaient plutôt pas mal en fin de course sur la Ducati. On finit avec un pilote qui a fait un bon week-end. Alors, j'aurais pu mettre l'équipe en général, mais Andrea Iannone finit 11e. Alors je m'étais dit, si Iannone finit 10, je mets Aprilia. Si Iannone finit en dehors du top 10, je mets simplement Alex Espargaro. Donc, vous avez bien compris, c'est Alex Espargaro qui a fini 7e de ce Grand Prix, qui est le dernier pilote au top. Très bon week-end d'Alex Espargaro. Énorme qualification 5e. Mais je crois que c'est la meilleure qualification d'une Aprilia en Grand Prix. Tout le week-end, il a été dans le top 8. Tout le week-end. Un circuit, on sait qu'il affectionne, hein, parce que c'est toujours là où il a fait ses meilleurs résultats avec Aprilia. Malgré tout, en course, faire 7, c'est vraiment bien avec l'Aprilia. Est-ce que l'Aprilia a progressé? Alors, c'est difficile à dire, parce que là, c'est des circuits qu'il affectionne. Mais il était quand même performant également du côté de Silverstone. Ils ont peut-être amélioré, trouvé quelque chose. Peut-être que le travail de Bradley Smith en tant que pilote d'essai leur permet également d'améliorer la moto, même si on ne sent pas que Bradley Smith est forcément ultra rapide lors de ses wildcards. Mais voilà, bon Grand Prix de la part du pilote espagnol. C'était pas un week-end facile en plus, parce qu'il a vu son frère se blesser et se fracturer le poignet, son frère qui roule chez KTM. Donc voilà, la course n'était peut-être pas forcément facile. Mais voilà, bon Grand Prix pour Alex Espargaro, qui est un pilote qui est toujours performant. Sur une moto où c'est peut-être le seul qui arrive à vraiment l'utiliser à 100%, même si Iannone fait des progrès dessus. Mais voilà, bon week-end pour le pilote espagnol, et on espère que du côté de chez Aprilia, on va réussir à réitérer ses performances régulièrement. Les pilotes bonnet d'âne. Comme vous en avez l'habitude, les bonnets d'âne, et on commence tout de suite avec Danilo Petrucci. Voilà, chaque fois je marque sur mon petit papier. Danilo Petrucci, week-end, si on est méchant, très mauvais, mais de toute façon, week-end qui n'est pas bon. Alors, quand je disais en début de vidéo qu'il y a des tendances qui se sont confirmées, c'est la tendance que Petrucci, en ce moment, ça ne va pas sur la moto. Contrairement au début de saison, il ne s'en sort pas avec la moto, hein, parce que là, il n'avait pas un très grand rythme. Pendant tout le Grand Prix, il était en bagarre avec Nakagami, Rins le dépasse à la fin, même Iannone le dépasse. Vraiment, il finit quasiment nulle part. Danilo Petrucci à 33 secondes de Marc Marquez, c'est-à-dire à 29 secondes d'Andrea Dovizioso quand même. C'est beaucoup trop loin de son équipier. Je sais pas ce qui se passe, parce qu'en qualif, il n'était pas là non plus. En qualif, il finit 14e, éliminé directement en Q1. Il n'a aucun rythme en ce moment. Il n'a aucun rythme, que ça soit en essai libre, que ça soit en course. Depuis Silverstone, voilà, depuis la reprise. Même à Brno, il était en difficulté depuis la reprise, après les vacances. Ça marche pas du tout pour Danilo Petrucci. Alors il va falloir qu'il se remobilise, parce que Ducati peut pas se contenter d'un deuxième pilote qui soit 10e, 11e ou 12e d'un Grand Prix. Surtout que là, en plus, pour lui, pas de chance. Son adversaire numéro 1 pour le poste de numéro 2 chez Ducati, Jack Miller, fait 3. Donc c'est sûr que là, c'est vraiment pas top. Pour Petrucci, c'était vraiment pas le week-end qu'il fallait rater, et il s'est raté ce week-end. Deuxième pilote Ducati en difficulté lors de ce week-end,
Francesco Pecco Bagnaia, champion du monde moto de l'année dernière. Saison compliquée pour Bagnaia, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit exceptionnel pour le pilote italien cette année. C'est un bonnet d'âne, mais qui est aussi sur sa performance cette saison, parce que son meilleur résultat, c'est une 7ème place. C'était en Autriche, un circuit qui favorise et qui est toujours performant pour Ducati. Simplement 2 top 10, et puis quand même 6 abandons et 2 arrivées en dehors de points. Donc, ce qui fait quand même beaucoup pour le pilote italien. Il n'arrive pas, je pense, à s'adapter à la Ducati. Alors, on sait que passer du moteur Honda l'année dernière, des Moto 2 à la Ducati, c'est quand même un peu le jour et la nuit, parce que c'est quand même un véhicule, de moto qui est assez brutal. Le moteur de la Ducati, il est très brutal, on le sait, c'est la particularité de cette moto. Il y a beaucoup de puissance sur la moto, mais ça arrive brutalement. Après, pourquoi il n'arrive pas à s'adapter à cette moto c'est difficile de le savoir, mais il est quand même nettement en retrait par rapport à Jack Miller, et pourtant Jack Miller abandonne aussi a abandonné plusieurs fois cette saison, et puis beaucoup trop d'abandons, et puis un manque de performance. Quand il est en difficulté, il est vraiment en grosse difficulté. Là, pendant quasiment tout le Grand Prix, il se bat avec Lorenzo et avec Mika Kallio. Il finit 16e en dehors des points. Et puis surtout devancé par Tito Rabat, qui pourtant a une Ducati qui n'est pas ultra performant, chez Avintia, qui est quand même pas la meilleure équipe au monde. Donc vraiment un Grand Prix compliqué pour Bagnaia. Et quand on est chez Pramac, surtout ces dernières années, on attend que le pilote numéro 2 finisse un peu mieux qu'en dehors du top 15. On attend que le pilote prenne régulièrement des points, et là ce n'est pas le cas. Et puis vraiment en difficulté pendant tout le Grand Prix, il finit quand même à 35 secondes de son équipier. Donc c'est également énorme. Alors même si les motos sont différentes, parce que Bagnaia a une moto de l'année dernière, alors que Jack Miller a une moto de l'année, quasiment une moto usine, Jack Miller. Mais voilà, un peu décevant quand même d'être aussi peu performant. On finit avec Lorenzo. Alors Lorenzo nulle part, mais ça commence à être habituel. C'est le cas depuis qu'il est revenu à Silverstone. Là, il dit que c'est plus sa blessure qui est en cause. C'est con, parce qu'il aurait pu se cacher derrière ça. On rappelle, il est tombé assez violemment en Catalogne. Il a eu au moins 5 ou 6 Grands Prix où il n'était pas présent. Là, il est 20e. Pendant tout le week-end, il est loin. En qualification, il est 19e. Il y a juste Siafrin, Abraham et Smith qui sont derrière lui. On ne peut pas dire que ce soit les meilleurs pilotes au monde. Et puis en course, il se fait devancer par Smith, par Abraham. Il est loin de Mika Kallio, à part Siafrin qui est derrière lui. Mais bon, Siafrin, de toute façon, il est nulle part cette saison. Et Morbidelli qui abandonne, sinon il est loin. Il est très très loin des points même. Juste pour vous dire, les points, c'est donc Tito Rabat qui a 36 secondes 3. Il est à 10 secondes des points. Il a vraiment aucun rythme. Et si c'est pas à cause de sa blessure, là ça commence à devenir inquiétant. Alors on nous indique chez Honda qu'il est un petit peu, il a une sorte de spleen, une sorte de dépression, une sorte de lassitude par la moto. Mais alors à ce niveau-là, Honda peut pas se contenter d'un deuxième pilote qui soit aussi loin que ça. Donc va falloir qu'il se ressaisisse, parce que sinon je pense que Honda est capable de le dégager, surtout quand il y a un pilote comme Johan Zarco qui est disponible, ou quand on a un Cal Crutchlow qui est quand même pilote dans l'équipe LCR. Donc voilà, ou même Nakagami, si on veut au moins tenter un coup au niveau de sponsoring, parce que Lorenzo, tu fais rien en termes de sponsoring en plus aujourd'hui. Mais vraiment, nulle part Jorge Lorenzo, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est inquiétant pour le pilote espagnol. Comme vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'heure de faire le point sur le classement pilote. Et on commence tout de suite avec Marc Marquez. Marc Marquez, donc en tête du championnat, 300 points. Il a désormais 98 points d'avance sur son dauphin Andrea Dovizioso. Ensuite, on retrouve Alex Rins qui a désormais 50 points de retard. Ça va être compliqué pour lui pour revenir sur Dovizioso. Ensuite, il y a une belle bagarre par contre pour la troisième place entre Rins, Petrucci, Vignales, Rossi.
Pour Fabio, ça semble compliqué parce qu'il est à 40 points de Alex Rins, mais on ne sait jamais en faisant une grosse fin de saison. Fabio Quartararo qui est toujours le premier débutant assez largement, mais également le premier pilote indépendant. Il a encore 6 points d'avance sur Jack Miller qui remonte au classement grâce à sa belle performance. Ensuite, on retrouve Cal Crutchlow et Franco Morbidelli. Le deuxième français, c'est Johan Zarco. Et puis on n'oublie pas Sylvain Gattoli qui est 23e dans ce classement avec des points lors de 2 de ses sorties. C'était le cas à Saint-Marin et également aux Pays-Bas. Il avait été plus en difficulté en Autriche. Du côté du classement par équipe, toujours Ducati en tête, mais qui voit son écart se réduire. Avec le team Honda, on s'aperçoit quand même que si on enlève les 300 points de Marc Marquez, eh bien Lorenzo n'en a apporté que 33, ce qui est vraiment rien. Ensuite, on retrouve Yamaha qui est un peu loin maintenant de Honda, mais on ne sait jamais, il reste encore 5 Grands Prix. Puis Suzuki. C'est dommage que Johan Mir n'apporte pas plus de points à l'équipe. On retrouve ensuite le team Petronas Yamaha avec 203 points, le team de Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. On retrouve ensuite le team LCR Honda qui est deuxième au classement des indépendants et qui commence à quasiment être à 40 points. Puis le team Pramac, dommage les performances de Banaya et les abandons trop répétitifs de ces deux pilotes. Ensuite KTM. Puis Aprilia qui remonte un petit peu au classement 9e, enfin qui reprend des points un petit peu à KTM. Et puis on termine avec Tech 3 et Avintia. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve pour le prochain Grand Prix, ça sera du côté de la Thaïlande, le Grand Prix de Burinam. Je ne sais pas si on fera le débrief le lundi matin ou le mardi matin. Tout dépendra de l'heure à laquelle je regarderai le Grand Prix, parce que je pense que je regarderai le Grand Prix en différé, vu le décalage horaire. Puis s'il n'y a pas la F1 en même temps, parce que ça c'est toujours assez compliqué quand il y a les deux débriefs à faire. Mais voilà, on fera certainement le débrief peut-être le lundi, si le Grand Prix est tôt le matin, on aura peut-être le temps de le faire pour le lundi. Donc voilà, et puis on se retrouve pour d'autres aventures au niveau des sports mécaniques, parce qu'on va faire un bilan Moto 2, Moto 3 avant cette tournée à l'étranger. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à voir sur la chaîne dans les jours à venir. Allez, ciao ciao sur la Mécanique Production, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, puis à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.